Madame, Monsieur, Yaorana et bienvenue dans votre journal à la une de l'actualité. 8 ans après son succès planétaire, Vaiana fait son grand retour au cinéma le 29 novembre au Fénois. En attendant la sortie événement de ce deuxième volet, nos équipes vous donnent un aperçu des nouvelles aventures qui attendent la jeune navigatrice. Nous vous en parlions hier, des préavis de grève ont été déposés au CHPF et à la polyclinique de Paof-Ey. Nous reviendrons en détail sur les revendications à l'origine de ces mouvements sociaux. Les directions des deux établissements et le syndicat Atiaï Moua ont moins d'une semaine pour trouver un accord avant que la grève soit effective. Nous recevrons ensuite en plateau Tahia Changtian, présidente de la Fédération de l'Association des parents d'élèves. L'occasion pour nous d'aborder un phénomène qui touche trop souvent nos enfants, le harcèlement scolaire. Place ensuite à notre incontournable rendez-vous du jeudi, Teara Sport. Au programme surf, MMA et volleyball. Oriano Tefo a pris des nouvelles de Noaito à Hawaï, en France et en Ouzbékistan. En cette fin d'année, les studios Disney plongent les spectateurs dans les eaux turquoises du Pacifique Sud, que sont devenus Vaiana, Maui et Hei Hei. La suite de leurs aventures promet déjà d'être un succès au Fénois et dans le monde. Laure Philibert et Matai Horei nous en disent plus. Regardez. Enfin nous voilà dans notre paradis. Petite sœur! De nouveaux personnages et des défis toujours plus prodigieux. La suite des aventures de Vaiana conduira la jeune femme à se dépasser encore davantage. Vaiana, montre-nous que nous irons toujours plus loin. Si les cinéphiles ont déjà vu la bande-annonce diffusée depuis plusieurs semaines dans les salles obscures, la 63e production des studios Disney sera sur les écrans d'ici la fin du mois. La date de sortie officielle en Polynésie française, c'est le 29 novembre. Il y a certaines affiches où c'est écrit 27, 26, 29 novembre, suivant les territoires. Ça, c'est Disney qui décide de ça. Nous, on est très contents de pouvoir présenter ce film en Polynésie française. Le premier opus de Vaiana, sorti en 2016, figure parmi les plus gros cartons du box-office polynésien. Des dizaines de milliers de personnes sont venues au cinéma pour venir le voir. On pourrait parler en proportion de la population qui est venue le voir. Et je pense que c'est parmi les films qui ont probablement le plus marqué la population polynésienne. On a déjà des personnes qui nous demandent des renseignements. Et effectivement, on s'attend à avoir du monde dans les salles. À l'approche de la sortie, plusieurs médias internationaux ont été invités au Fénois pour assurer la promotion du long métrage d'animation. Des visites confidentielles, précise Tahiti Tourisme, alors que la presse est attendue cette semaine à Rayatea. Si l'on sait que Vaiana sortira également en maori, en même temps que dans les autres langues, sous le nom de Moana, une version en tahitien est-elle prévue? Une réflexion pour une traduction en langue polynésienne est en cours. Ses initiateurs espèrent obtenir le feu vert des studios Disney. On continue de parler de culture polynésienne avec une histoire que vous ne connaissez peut-être pas, celle de Ahutoru. Il est le premier Polynésien à avoir quitté le Fénois au XVIIIe siècle pour se rendre dans l'Hexagone. Ce matin, une stèle a été inaugurée dans l'enceinte de la mairie de Hitiaotera. Davidson Bennett était sur place. Lorsque la boudeuse et l'étoile s'apprêtent à repartir à l'autre bout du ciel, en Europe, le jeune Ahutoru manifeste son désir d'embarquer et de suivre Bougainville, le chef de l'expédition, prenant même son nom, Putaviri. Ses descendants ont voulu marquer dans la pierre la commémoration de son périple. Le premier Polynésien, c'est une fierté pour nous parce que même à l'époque, c'est pas aussi facile de voyager l'autre côté du ciel, vers l'Europe, la France. C'est un souhait à notre papa, qui est Léon Edgar Valentin Barbos. Il y a 40 ans de cela, il avait sorti cette pierre pour pouvoir faire ce projet-là. Il n'est pas arrivé à le faire, peut-être manque de moyens, peut-être la personne qu'il fallait, il n'est pas encore né. Et à partir du mois de février, on a pu rencontrer Warren. Et Warren est venu à côté de cette pierre. Il est resté un moment et il m'a dit, maintenant on peut parler.
Bougainville remarque rapidement l'intelligence de Aoutourou, son grand sens de l'observation et sa grande connaissance en astronomie. Il se révèle un compagnon plein d'humour, ce qui le rend populaire auprès de l'équipage et des nombreuses personnes qu'il rencontrera à Paris. Le jeune Warren Houhina, sculpteur, s'est imprégné de son histoire et a voulu retranscrire son image dans cette pierre. Personnellement, ça a été un parcours de guérison pour tout le monde, pour cette famille, pour cet ancêtre, pour ce peuple et enfin pour moi-même. Malheureusement, Aoutourou meurt de la petite vérole lors du voyage retour à l'occasion d'une escale du Mascarin à Madagascar le 7 novembre 1771. Au volet social, ce nouveau cri d'alarme des médecins anesthésistes réanimateurs du CHPF. Ils dénoncent des volumes horaires allant parfois jusqu'à 90 heures de travail par semaine. Une situation intenable. Le point dans ce reportage de Sophie Gebel et Veitchare Nauta. Après plusieurs alertes et des rencontres avec les instances concernées depuis 4 ans, les médecins anesthésistes du CHPF passent à la vitesse supérieure. Ils dénoncent la dégradation constante des conditions de travail, leur volume horaire allant de 60 à 90 heures par semaine. 90 heures jour et nuit, et en sachant que le travail de nuit est particulièrement fatigant puisqu'on s'occupe à ce moment-là des patients les plus graves en plus et on n'a pas le temps de récupérer. Ça impacte forcément notre vigilance et ça fait fuir les compétences du service. Des équipes épuisées également confrontées à l'augmentation de l'activité au CHPF. Une situation qui n'attire pas la relève de demain. En 2 ans, les 50 remplaçants recrutés pour de courtes missions au CHPF ont tous décidé de repartir. Notre revendication, c'est de pouvoir comptabiliser le temps de nuit et le temps de week-end et de jours fériés, qui n'est toujours pas comptabilisé. On demande depuis longtemps une dérogation provisoire des textes actuels applicables aux médecins anesthésistes, sur le modèle de ce qui avait été fait en 2009 pour les urgentistes par exemple, en attendant une refonte éventuelle de tous les statuts des médecins hospitaliers au CHPF. Les négociations ne devraient pas être trop difficiles selon le syndicat Atiaïmoua, mais si aucune rencontre n'a lieu avant le mardi 12 novembre à minuit, le préavis de grève sera effectif. Et dans le même temps, hier, Atiaïmoua a annoncé le dépôt d'un préavis de grève concernant l'ensemble des services de la polyclinique de Paof-Hey. Le syndicat revendique 4 améliorations pour le personnel, dont une hausse des salaires de base ou encore la mise en place d'une mutuelle de santé. Sans accord, la grève illimitée sera effective mardi. Écoutez les précisions de Jonathan Dartin, secrétaire général adjoint du syndicat Atiaïmoua. Il est au micro de Sophie Gebel et Veitchare Nauta. On n'est pas là pour dénoncer en fait une mauvaise gestion ou autre, parce que la clinique se porte bien, on voit bien que les chiffres sont positifs. Simplement, la polyclinique aujourd'hui demande à ses salariés un certain nombre de rendements afin d'atteindre les objectifs qui lui sont fixés, ce à quoi ils répondent, l'amélioration des services, des soins, etc. Tout ça est positif, mais aujourd'hui les salariés souhaitent un juste retour des choses dans une amélioration de leurs conditions salariales. Et une rencontre est prévue demain matin à 8h30 entre la direction de l'établissement et le syndicat dépositaire du préavis de grève. Je vous emmène maintenant à Rapa, où le président du pays et son gouvernement sont arrivés ce matin. Entre chants, levées des couleurs, discours et haka de bienvenue, une bonne partie des 450 habitants de l'île participaient à l'accueil traditionnel. Rapa souhaite conserver son fonctionnement particulier avec, par exemple, son conseil des sages, les To'ohitu. Mais elle veut aussi se moderniser pour fournir de l'eau potable ou encore mieux soigner ses habitants. On retrouve à Rapa notre envoyé spécial Mike Leral aux côtés du Tavana pour savoir ce qu'il attend de cette visite gouvernementale. Bonsoir, effectivement, nous sommes ici à la mairie de Rapa où nous avons eu le plaisir d'être accueillis par le maire Nari Tuanene. Bonsoir et merci de nous recevoir ici. Allons, Mike. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont vos principales attentes par rapport au président de la Polynésie française? Qu'est-ce que vous lui demandez? Oui, d'abord, avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord remercier bien évidemment le président qui a bien voulu tenir une réunion, un conseil ministériel délocalisé à Rapa. C'est l'occasion de soumettre les doléances de la commune et de tous les services existants sur l'île. Si vous en avez une à retenir, ce serait quoi?
Une à retenir, ce sera la finition de l'adduction d'eau potable. D'un montant de combien? Actuellement, il y a une tranche déjà qui est en travaux actuellement, qui est d'un montant de 172 millions. Et le reste, jusqu'à la troisième tranche, coûterait dans les 300 millions. Est-ce qu'au conseil municipal de ce matin, où vous avez reçu Motei Brotherson, vous avez eu des réponses plutôt positives dans ce sens? Oui, je pense qu'ils ne peuvent que venir donner des réponses parce qu'il y a déjà 2 semaines en arrière, nous leur avons transmis toutes les doléances et effectivement, ils sont venus pour apporter les réponses. Et c'est seulement demain, dans le cadre du Conseil des ministres délocalisés, qu'ils vont nous répondre sur certains projets. Alors il y a un autre thème important pour vous, c'est le désenclavement numérique. Donc, on vous apporte un meilleur débit Internet. Est-ce que vous avez le sentiment que ça va se faire? Est-ce que vous êtes pour ce désenclavement? Parce qu'on sait que Rapa tient aussi à son mode de vie. Oui, effectivement. La mise en place du Foreora nécessite donc un réseau Internet puissant. Donc, dans quelques mois, le réseau va être augmenté en capacité, ce qui va permettre donc aux services, surtout d'abord la commune, le Foreora, et ensuite l'école qui pourrait faire des visioconférences avec et donner des cours à distance, et surtout la télémédecine qui serait opérationnelle avec un débit important de l'Internet et la possibilité qu'il y ait des équipes spécialisées qui peuvent venir soutenir nos infirmiers sur place. Parce que c'est vrai que pour l'instant, vous avez un débit extrêmement faible à Rapa. Est-ce que c'est une des causes qui provoque aussi l'exode des jeunes vers Tahiti et le manque de retour des jeunes? Je ne pense pas que ce soit cette raison-là. Aujourd'hui, effectivement, nous avons un réseau très long, mais ça reste quand même une façon d'avoir une petite fenêtre comme vous, les télévisions, sur le monde extérieur. On est au courant de ce qui se passe en Israël, on est au courant de ce qui se passe en Ukraine. Et c'est ces petites fenêtres-là qui nous apportent des informations sur le reste du monde. Pour finir sur les Rapa qui habitent à Tahiti, vous avez un projet pour eux, est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr. Depuis les débuts des années 2000, nous avons mis en place une association qui a comme projet l'acquisition d'un foncier et la construction d'un foyer pour héberger nos enfants. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à faire l'acquisition de ce terrain. Ça se trouve à Fa'a. Et aujourd'hui, nous continuons les levées de fonds pour la construction de ce fameux foyer. Et aujourd'hui, on est arrivé à emmagasiner plus de 40 millions en fonds propres. Et demain, nous allons solliciter le pays sur le sujet pour que le pays vienne soutenir cette opération. Et les services de l'État ont déjà sollicité et j'ai déjà une réponse à peu près positive. Merci Monsieur le maire, ainsi s'achève donc cette interview depuis la mairie de Rapa et vous l'aurez compris, il s'agit surtout de désenclavement de cette île, la plus isolée des îles habitées du Whenua. Et Tuaneinei Nari, maire depuis 1995, nous a également annoncé qu'il ne se présenterait pas aux prochaines élections municipales. Ce jeudi 7 novembre marque la journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école. Cette forme de violence, pas toujours physique, peut provoquer des traumatismes profonds. Nous allons parler avec notre invitée, Tahia Changtian, présidente de la Fédération de l'Association des parents d'élèves. Yaorana. Yaorana, merci pour l'invitation. Même s'il est souvent silencieux, le harcèlement est un phénomène présent dans beaucoup d'établissements scolaires, que ce soit les écoles primaires, les collèges ou encore les lycées. Les victimes ont souvent peur d'en parler. Comment faire pour briser ce silence ? Justement, c'est avec la sensibilisation, sensibiliser tout le personnel, sensibiliser les parents également, mais surtout sensibiliser nos enfants à le dire, à ne pas avoir peur d'aller voir quelqu'un pour dire qui subit un harcèlement. C'est le problème que nous avons, c'est la peur de dire les choses. Et comment faire alors pour y remédier ? La sensibilisation, voir les jeunes dans les établissements scolaires. Dans les établissements scolaires, mais également la formation de tout ce qui est personnel encadrant, mais également des parents. C'est tout ce qui est le monde éducatif, quoi.
Et quand on sait qu'un enfant de notre entourage est victime de harcèlement, que faire? Vers qui se tourner? Alors, normalement, se tourner vers qui? Eh bien, vers les directions d'école sont là exactement pour nous aiguiller, mais pour nous écouter. Mais c'est vrai que c'est très difficile pour un parent d'aller vers ces personnes-là parce qu'ils ne savent pas, c'est la méconnaissance d'aller voir telle ou telle personne pour pouvoir les aider. Et c'est ce que nous avons appelé les traverses et les réseaux sociaux pour régler les problèmes. Ça, ce n'est pas une solution. Donc, c'est vrai. Sensibiliser au maximum, former des parents, former du personnel à pouvoir justement détecter, mais surtout aider ces enfants et ces familles. Nous avons parlé des victimes, mais il y a d'autres personnes sur lesquelles il faut agir. Ce sont les harceleurs qui peuvent également parfois être très jeunes. Sur quel levier s'appuyer? Quoi faire pour les aider? Alors, ce qui se passe actuellement, c'est que dans le cadre de l'éducation, il y a un cadre spécifique pour accompagner et les personnes harcelées et les personnes qui sont à l'origine de ce harcèlement. Mais aussi, c'est tout un protocole qu'on met en place avec l'accompagnement des familles également, les familles des harcelés et les familles des harceleurs. Donc, il faut aussi faire confiance aussi à ce personnel. Il faut aller voir les directions pour qu'on puisse mieux les accompagner, mais surtout mieux accompagner leurs enfants. Aujourd'hui, le harcèlement ne se limite pas à l'école, malheureusement, il suit les enfants jusqu'à la maison via les réseaux sociaux. Et les parents doivent redoubler de vigilance. Mais quels sont les signes précurseurs? Alors, si déjà mon enfant ne vient pas manger, ça c'est un signe précurseur, ou bien il ne me répond pas à telle ou telle question, ça aussi c'est un signe précurseur. Mais il faut favoriser le dialogue. Le premier acteur qui on va dire, essentiel pour aider l'enfant, c'est vraiment la famille. Donc, les parents sont importants. Et beaucoup de parents, excusez-moi, mais beaucoup de parents démissionnent dans leur rôle d'accompagnement. Il faut absolument qu'ils accompagnent leurs enfants pour qu'ils soient bien et pour qu'ils puissent réussir et mieux réussir dans la vie. N'oublions pas que ces enfants-là forment les citoyens de demain et c'est eux qui vont gouverner notre société plus tard. La collaboration de votre association avec les établissements scolaires, avec les autorités éducatives du pays, vous satisfait-elle ou faut-elle l'améliorer? Alors, il y a toujours des améliorations à apporter. Du style, comme j'expliquais, c'est vraiment faire en sorte de former, de sensibiliser au maximum, mais surtout tout ce personnel qui encadre le monde éducatif, le monde de l'enseignement. Les parents sont essentiels, c'est un acteur important pour pouvoir aider nos enfants. Il faut vraiment les former. Ensuite, dans un deuxième temps, ce qu'il manquerait aussi, c'est que on n'a pas réellement vraiment des chiffres bien précis qui puissent nous aider. Il n'y a pas une cellule réelle ou un endroit, une structure bien précise pour qu'un parent puisse y accéder. Alors, il existe des structures dans des écoles comme les Margaret Place où vous avez des personnels qui sont là, mais il faudrait en avoir un partout dans chaque école, dans chaque établissement alors. Pour améliorer tout ça. Eh bien, merci beaucoup pour tous ces éléments et merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci beaucoup et bon courage à tout le monde. Et place maintenant à votre rendez-vous du jeudi, Théara Sport. Et on commence avec du sport à Hawaï. Chiara Gold enchaîne les belles performances, Oriano. Oui, Emma, après une finale disputée en Californie en septembre, la surfeuse de 14 ans a décroché une 3e place dimanche dernier à Hawaï lors de la Sunset Pro, un QS 1000. Cette performance a permis à la pépite tahitienne de se classer 2e au classement régional Hawaii Tahiti Nui. De bon augure pour avant le dernier QS de la saison à l'Ewa, organisé du 25 novembre au 7 décembre. On lui souhaite le meilleur pour la suite. Et direction l'Ouzbékistan, dans la ville de Tashkent, où se disputent les championnats du monde junior et senior de MMA amateur. Et oui, et on en parle puisque le club Teharu MMA de Paia est sur place. Le groupe tahitien est composé de 5 athlètes, de 5 combattants, 2 combattants engagés chez les seniors et 3 chez les juniors. Ils sont accompagnés de leur coach Keoni Terorotua et du 5 au 10 novembre, les compétiteurs doivent enchaîner les combats tous les jours jusqu'en finale. 5 octogones ont été disposés pour l'événement. Après des duels serrés face à des grosses pointures, tous nos étos n'ont pas pu passer dès le premier tour. Une fois encore, le niveau était très relevé, mais riche en expérience. Je rappelle que certains de nos représentants ont affronté des combattants classés dans le top 5 mondial.
Et on enchaîne avec du volleyball. Elle fait partie des nombreux sportifs qui ont quitté le Fénois pour percer dans l'Hexagone. Depuis 2 ans, Matei Ranoui Fénoaiti évolue dans le club d'Angers en National 2. Et oui, la Polynésienne de 34 ans ne vit pas que du volleyball. Elle est contrôleuse de titres de transport en commun dans sa ville d'adoption. Mais le volley, c'est aussi sa passion. Pierre Lamarque et Wallis Glaise l'ont rencontré pour vous. Regardez. La discrétion au service de l'action. Matei Ranoui Fénoaiti, c'est un peu tout ça à la fois. Arrivée dans l'Hexagone il y a 2 ans, la centrale s'est très rapidement imposée comme un maillon essentiel de l'équipe d'Angers. Pourtant, la trentenaire de 1m84 est arrivée dans le club sur la pointe des pieds. Au départ, j'avais un peu honte d'y intégrer et tout parce que c'est différent de chez nous déjà. Et je me suis dit que peut-être les filles elles vont pas trop vouloir que je joue avec. Mais apparemment, comme je suis entré au club, elles m'ont accepté tout de suite. Elles voulaient que je commence la compétition tout de suite. La Polynésienne de 34 ans compte aussi apporter son expérience à la jeune équipe. Je suis plutôt là, oui, pour les rassurer, parce qu'elles sont plus jeunes que moi et je pense qu'on ne voit pas de la même manière le jeu, la façon d'être sur le terrain. La Tahitienne se sent bien dans ce club, l'ambiance y est familiale et justement, la famille n'est jamais bien loin. Jusqu'à présent, parce que j'ai un frère qui est sur Angers, mais bon là, le match il est très loin, donc il n'est pas là. Mais à tous mes matchs à domicile, oui, il est là. Quant à la joueuse, la timide Matei Ranoui se transforme sur le terrain et se révèle explosive. Rachel Brière, son entraîneur, est satisfaite de pouvoir compter sur une joueuse avec d'aussi nombreux atouts. Ses atouts, c'est sa taille déjà en premier lieu et la puissance qu'elle a. Voilà. Après, c'est une joueuse qui a une bonne vision du jeu aussi. Donc malgré son grand gabarit, elle est capable d'enchaîner des ballons derrière. Donc, voilà. Ce soir-là contre Paris Saint-Cloud, Matei Ranoui donne du bonheur à son club. Les Angevines occupent actuellement la 4e place du championnat de National 2. Et voilà, c'était l'essentiel de l'actualité de nos sportifs à l'étranger. On se donne rendez-vous, bien entendu, la semaine prochaine, Nima. Merci beaucoup, Ariane. Et la fin de cette rubrique marque également la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Juste après les émissions Moana et Toi, ne manquez pas le meilleur pâtissier. Demain, Davidson Bennett reprend les commandes du JT. Quant à nous, on se retrouve lundi. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.